Donc, Monsieur Messan, en 2012, vous étiez sur le théâtre d'opération, vous avez été témoin de choses que le public français ne connaît pas. Est-ce que vous pouvez nous parler du comportement de l'armée française au sein de la coalition sur ce conflit qui concerne la Syrie et quel a été le rapport qu'ont entretenu les socialistes et le gouvernement français à cette époque dans ce conflit? Alors, en 2011 et début 2012, Nicolas Sarkozy a envoyé des soldats français sur le terrain se battre ici pour soutenir les djihadistes. Il n'y avait pas de révolution, un printemps arabe, tout ça, c'est que du baratin. Donc pour soutenir les djihadistes, mais quand il a constaté lui-même que ça ne fonctionnait pas, il a fait une paix séparée avec la Syrie et il a retiré ses troupes. Mais juste après, il y a eu un accord entre la Russie et les États-Unis, c'est ce qu'on appelle la conférence de Genève 1, sur le partage de l'ensemble de cette région, pas seulement de la Syrie, de l'ensemble de cette région. Et ils avaient invité les puissances importantes, européennes surtout, à assister à cet accord. Mais ils n'y ont pas participé, elles ont juste regardé les choses de documents. Et environ une dizaine de jours plus tard, Hollande, qui préparait la chose avec les États-Unis en sous-main depuis un moment, a relancé la guerre lors d'une conférence dite des Amis de la Syrie à Paris. Vous parlez de François Hollande. À ce moment-là, François Hollande, oui. Ça a été coupé. À ce moment-là, c'est en juillet 2012, il relance la guerre. Et il la relance avec des moyens qu'elle n'avait pas auparavant. Nicolas Sarkozy s'était contenté d'envoyer quelques armes, des missiles, des choses comme ça. Mais François Hollande, lui, a fait des transferts d'armement très importants. Et il a envoyé ici des troupes au sol importantes. Alors il a parlé des avions qui étaient stationnés en Turquie, tout ça, ou je ne sais pas, il y en a peut-être eu en Irak et en Jordanie aussi, mais il y avait des troupes au sol de manière très prononcée. Et plusieurs opérations militaires des djihadistes, ici, les officiers djihadistes qui discutaient entre eux, en fait, c'était des officiers français qui parlaient en français. On entendait ça sur les talkie-walkies. Il y a des officiers français qui ont été faits prisonniers. Certains ont été restitués. Il y a eu des échanges de prisonniers. Est-ce que vous pouvez nous parler de choses particulières que le public français ne connaît pas au niveau du comportement de l'armée française et de la méthodologie utilisée sur le théâtre d'opération? Moi, je ne connais pas bien ce qui spécifie leur méthodologie. Mais j'ai vu leur présence dans plusieurs endroits. Et notamment lors de l'attaque de Maaloula. Maaloula, c'était la première ville, le premier village chrétien dans l'histoire. Au moment où Saint Paul s'est converti au christianisme et en fait a créé le christianisme à Damas, parce que ça n'a pas été créé à Jérusalem, c'est tout à fait autre chose. Quand il a créé le christianisme à Damas, le premier endroit où les gens se sont convertis, c'est Maaloula. Et cette ville a conservé la tradition du Christ. Donc n'a pas connu les évolutions du catholicisme et de l'orthodoxie. Pas du tout. Donc les chrétiens originels étaient contre l'existence d'une loi religieuse. Donc quand on vous dit ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça n'a rien à voir avec le christianisme, ça. En tout cas, pas avec le christianisme originel. Ils ont suivi des traditions orales, ou c'est-à-dire qu'ils sont séparés des traditions écrites que nous... Quand ils se sont convertis, les évangiles n'étaient pas tous écrits, donc c'était surtout oral, oui. D'accord. Bon, mais donc, cette ville est restée le symbole du christianisme originel, et les gens sur place continuaient à parler en araméen, qui était la langue de cette région à l'époque du Christ. Ils ne parlaient pas l'arabe, enfin ils parlaient aussi l'arabe, mais à la maison ils parlaient araméen.
D'accord. Et donc cette ville a été attaquée par des djihadistes qui étaient... ça n'a aucun intérêt d'un point de vue stratégique, hein, cette ville. C'est un symbole, c'est pas stratégiquement, c'est rien. Ils ont attaqué cette ville et ils étaient encadrés par des officiers français et turcs. Voilà. Et tout le monde sur les radios a entendu que c'était des officiers français et turcs. Après, il y a une douzaine d'officiers français, je ne sais pas si c'est d'officiers, de soldats réguliers français qui ont été tués à quelques kilomètres de là, à Sadnaïa. Voilà. Mais parce que, qu'est-ce qui a été perpétré contre les populations? Parce que s'il y a eu une attaque, comment ça s'est passé? Ça s'est manifesté par quoi sur le terrain? Bon, alors là, dans le cas de Maaloula, la population chrétienne s'est enfuie et les hommes sont remontés sur la montagne et ils ont défendu le village. Mais il n'y a pas eu donc énormément de pertes humaines. Mais les djihadistes, quand ils sont arrivés, encadrés par les Français et les Turcs, ont cherché à détruire tous les symboles du christianisme qui étaient là. Donc ils ont décapité les statues, ils ont lacéré les croix, ils ont déchiré comment ça s'appelle, les manuscrits, et ils ont mis le feu au monastère. Voilà. Parce que quand on fait des recherches un peu sur le conflit syrien et qu'on voit les exactions qui ont été commises contre les populations, on voit des enfants qui ont été décapités, mis en scène dans des scènes de crucifixion extrêmement morbides. Tout ça, c'est quoi? Il y a eu des atrocités, vraiment des atrocités, qui sont comparables à ce que les nazis ont fait au moment de leur retraite en 1944, la division d'Asraï, Shoradou, Glan, ce genre de choses. Donc, ces atrocités, on ne sait pas si elles ont été encadrées par des officiers étrangers. Moi, la seule chose que je peux dire de ce qu'ils ont fait, c'est au début de la guerre, c'est clair qu'il y a eu des décapitations et des démembrements de gens dans plusieurs villes, et que ça a été fait en France ou peut-être sur l'ordre, je ne sais pas, mais en tout cas en présence de soldats français qui étaient là. Et par ailleurs, je peux attester que la même chose a eu lieu en Libye. Et là, en Libye, j'étais avec un ancien député au Congrès des États-Unis, un ancien compagnon de Martin Luther King. Quand il est rentré chez lui, il a témoigné qu'il avait vu des officiers français décapiter eux-mêmes des gens là-bas. D'accord. Mais moi, je ne l'ai pas vu. D'accord, mais c'est toujours intéressant et important d'exposer ces faits parce que je peux vous garantir qu'en France, les gens sont loin de s'imaginer ce genre de choses. Oui, mais l'image de la France dans le monde, c'est ça. Hein. C'est pas ce qu'on raconte dans les journaux. C'est parce que les gens, ils savent ces choses-là. Vous voulez dire que en France, mais ici, ils le savent. Vous voulez dire que le comportement de l'armée française à l'étranger vaut que à l'international, les gens commencent, l'image de la France est ternie à cause de ces comportements? Bien sûr, elle n'est pas ternie. C'est honteux, c'est criminel. Oui, bien sûr. Mais parce qu'on peut se dire, ces décapitations, ces démembrements et ces mises en scène d'enfants morts, on pense que c'est le fait de djihadistes qui auraient été sous l'effet de drogue, qui auraient été donnés notamment par les Américains, hein, c'est pas nouveau de leur part. Et en réalité, on se rend compte que les Français ont participé à ça aussi. Oui, les Français ont participé à ça, oui. Donc, vous voulez dire que bon, parce que vous parlez de la responsabilité de la France, on est d'accord, mais il y a, les Américains ont poussé à ça, les Turcs également. Est-ce qu'il y a d'autres nations qui ont poussé à ce genre de comportement extrêmement violent? Nick. Mais d'autres nations ont participé à ça. La Hollande.
Oui, et là, je ne saurais plus vous donner des exemples précis. D'accord. Et vous savez, ici, il y a eu des soldats d'au moins une quarantaine de pays. Des soldats réguliers, pas des agents secrets qui viennent faire ci ou ça. Des soldats réguliers d'une quarantaine de pays sont entrés sur le sol syrien. Pour accompagner les djihadistes contre les populations. Ah oui, ah bien sûr, oui. D'accord. Parce qu'on ne parle pas de mercenaires type Blackwater, qui arrivent peut-être plus tard. Quand on parle de 2012, on parle d'une guerre plus conventionnelle. Enfin, si on peut dire conventionnelle, puisque c'est pas conventionnel de pousser les terroristes. Oui, mais Al-Qaïda ou Daesh, c'est une idéologie, hein, d'abord. Ok, c'est une idéologie. Mais les gens qui viennent se battre ici sont payés. Ce sont donc des mercenaires. Oui. Et sont payés par les puissances occidentales. Oui. Qui est-ce qui peut les payer d'autres? On est bien d'accord. Donc les djihadistes sont payés par l'Occident pour terroriser les gens. Absolument. Et ont participé à l'appui de ces terroristes une quarantaine de nations, avec des soldats classiques. Oui. Mais ça, c'était surtout en 2012. C'est-à-dire, est-ce qu'on n'a pas assisté non. Ça compte. Actuellement, vous avez des soldats français et des soldats allemands qui encadrent les gens d'Al-Qaïda à Idlib. Idlib, c'est une région où il n'y a que les gens d'Al-Qaïda. C'est simple. On vous dit les rebelles, etc. C'est à se tordre de rire, les rebelles. Ouais, on avait des photos du sénateur John McCain en compagnie de gens d'Al-Qaïda et de Daesh. Hein. Ils se prenaient en photo. C'est pas un mystère pour les gens qui travaillent un peu là-dessus. Ce que moi j'essaie de comprendre, c'est est-ce qu'on n'est pas passé à un remplacement de soldats classiques par des mercenaires du type Blackwater, où ça a toujours été le cas en même temps? Oui, bien sûr. Daesh a été créé par... c'est une longue histoire, mais d'abord c'était l'émirat islamique en Irak. C'est devenu l'émirat islamique en Irak et en Syrie, et Daesh. Bon. Au départ, c'est un groupe qui avait été créé par John Negroponte, ambassadeur des États-Unis en Irak, pour détourner la colère des Irakiens contre les troupes d'occupation. Donc il avait créé un groupe sunnite et un groupe chiite, et il a organisé une guerre entre ces deux groupes qu'il subventionnait également, les deux groupes. Et il a essayé de propager la guerre civile dans ce pays de cette manière. C'était contre contre qui? Il avait créé plusieurs, pas simplement de groupes, mais des factions sunnites et des factions chiites pour se battre les unes contre les autres. Mais pour créer ces factions, il avait appelé de leur retraite, parce que ces gens étaient à la retraite, les officiers de l'US Army et de la CIA, qu'il avait utilisés en Amérique centrale pendant la guerre au Nicaragua et au Salvador. Donc les mêmes individus, notamment le colonel Steele, sont revenus en Irak pour créer ces organisations. Puis ça a prospéré, ça s'est développé, et c'est devenu Daesh. Donc, cette organisation, elle est tenue à bout de bras par les États-Unis. En tout cas, elle était tenue pendant très longtemps à bout de bras par les États-Unis. À la fin du mandat d'Obama, le général David Petraeus, qui est aujourd'hui donc employé de KKR, le principal du président Macron. Donc, est-ce que vous pouvez parler... Le général P. Excusez-moi, juste. Est-ce que vous pouvez faire attention à bien parler devant le micro parce qu'on a des problèmes de son et parfois vous êtes coupé. Okay. Est-ce que vous pouvez reprendre à partir du moment où vous parliez de KKR? Oui. Donc, je dis le général Petraeus, lorsqu'il était directeur de la CIA, a pensé un système avec différents pays pour transférer des armes ici. C'est
le plus grand trafic d'armes de l'histoire humaine. Ça a été quelque chose d'absolument gigantesque. Et au moins 17 gouvernements de pays différents ont participé à ça. Au moins 17. Attendez, un instant, s'il vous plaît. Je vous en prie. Voilà, oui. Allô, allô? Oui, oui, je suis là, je vous écoute. Je ne sais plus ce que je disais. On parlait de KKR qui était derrière le financement de la campagne de Sarkozy, qui suivait Macron également. Voilà. Non, il ne s'est pas occupé de Sarkozy, il s'est occupé de Macron. Le général David Petraeus, quand il a été viré de la CIA lors de la réélection du président Obama, il est devenu l'employé de KKR. Et KKR a continué à organiser ce trafic jusqu'à aujourd'hui. Donc, jusqu'à aujourd'hui, les armes qui arrivent à Al-Qaïda, à Idlib, sont livrées par ce système qu'on appelle Timber Sycamore. Ce système qui est contrôlé par le général Petraeus, et les transferts d'argent, eux, sont faits par la société KKR. Est-ce que KKR a un lien avec Macron? Monsieur Kravitz, le KKR, c'est 3 initiales, dont celle de Monsieur Kravitz. Monsieur Kravitz est un ami de très longue date d'Emmanuel Macron. Macron l'a connu lors d'un voyage qu'il faisait aux États-Unis. Je pense que c'était pour la French American Foundation, quelque chose comme ça. Et ils sont toujours restés en contact. Kevin Kravitz a un bureau à Paris, à Villemont-Aigne, et le jeune Emmanuel Macron allait le voir dans ce bureau quand il s'arrêtait à Paris. Et lorsqu'il a fallu faire le financement de la campagne électorale, Emmanuel Macron est allé à New York le rencontrer pour mettre au point ce financement. D'accord. Donc il était derrière. Tout ça n'est pas secret. Ce qui est incroyable, c'est que c'est très facile de retrouver les traces de tout ça et que personne n'en parle en France. On nous raconte toujours Rothschild, etc. Mais Rothschild, c'est rien dans cette affaire. D'accord. Mais parce que là, il y a quand même quelque chose de particulier. C'est qu'on a vraiment l'impression que ce sont des multinationales et des groupes étrangers qui décident de la politique de pays comme la France par l'intermédiaire de gens débauchés, quoi. Oui. Parce que moi, ça me fait penser que, par exemple, le groupe Lafarge qui appuyait les efforts djihadistes en leur fournissant des bunkers, hein, si j'ai bien compris, on est véritablement dans des guerres pensées par des multinationales au service de cette violence terroriste. Ouais. Je ne sais pas trop qui pense les affaires. Moi, je peux juste regarder comment ça marche. Le cas de Lafarge, si vous voulez, Mme Clinton, elle était administratrice de Lafarge juste avant que son mari rentre à la Maison-Blanche. Donc, et Lafarge travaillait déjà pour la CIA, puisque c'est Lafarge qui a transporté des armes en Irak au moment de tempête du désert. Voilà. Donc, si vous voulez, les liens entre le système militaire et les services secrets US et ces grandes sociétés, il est très ancien. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a une imbrication. C'est peut-être sous l'effet des privatisations aussi que tous ces complexes se sont internationalisés et sont imbriqués
et poursuivent une mouvance en réalité et son idéologie. On a un maillage mondialiste, quoi. Oui. Et maintenant que ces sociétés sont transnationales, elles ne dépendent plus directement d'un État, bien qu'elles aient leur siège à un endroit, mais elles ne dépendent plus de cet État souvent. Donc elles peuvent avoir leur propre politique. Ça veut dire qu'en réalité, les directions géopolitiques sont pensées par des grandes familles monopolistiques, en fait. Elles jouent sûrement un très grand rôle. D'accord. Je ne sais pas si elles sont les seules, je ne crois pas qu'elles soient les seules, mais elles jouent un très grand rôle, ça c'est sûr. Je me souviens en 2012 avoir consulté votre site parce que je ne croyais pas, moi, à la version d'Oussama Ben Laden qui avait été donnée aux médias par le gouvernement Obama. Oui. J'avais vérifié sur votre site que Oussama Ben Laden était mort en 2001 de problèmes rénaux et que beaucoup de diplomates français refusaient de suivre la version officielle d'Obama parce qu'ils étaient au courant